Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Zelon. Alors aujourd'hui je vais vous présenter 8 lieux, pas forcément très connus de l'Ardèche, mais qui sont à la fois exceptionnels, mais très étranges aussi. On ne va pas parler ici de Vallon-Pont d'Arc ou la Grotte Chauvet, aujourd'hui je vais vous présenter des lieux bien plus mystérieux. Alors j'ai vécu un an en Ardèche à l'occasion de mes études. Avec un petit groupe d'amis, on a donc voulu découvrir le patrimoine culturel, naturel, historique de l'Ardèche, et bien d'autres encore, comme vous allez le découvrir aujourd'hui. Donc on a pu découvrir des lieux magnifiques, mais qui sont mystérieux, avec leur lot de mystères à découvrir. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. La Cité Blanche est une ancienne cité ouvrière construite en 1980, juste à côté de la cimentière de la société Lafarge. Elle est construite à proximité de la cimentière pour y loger les employés, puis elle est agrandie en 1913. En 2021, la dernière résidente est décédée. La cité ainsi que les anciens fours à chaux et la chapelle Saint-Victor sont inscrits aux monuments historiques. Cette inscription leur permet de financer différents travaux de conservation, protection, préservation, rénovation, suivant les projets qui sont destinés à ce lieu. La cité sert de tournage au film Adieu Gary de Nassim Hamouche avec Jean-Pierre Bacri dans le rôle principal, sorti en 2008. Lors de cette visite, j'ai pu y voir les anciens bâtiments dont se trouvaient très certainement les anciens logements, la chapelle Saint-Victor, le four à chaux, les poulaillers, là où les animaux devaient très certainement grandir. Nous avons également reconnu un départ de ligne à haute tension. Une chose m'a quand même perturbé lors de cette visite, c'est que ce lieu ont accueilli pendant près de 50 ans une vie similaire à celle d'un village ou d'un centre-ville. Tout y était fait pour y vivre paisiblement. Cette cité est remplie d'histoire, mais d'une histoire passée, d'une émotion, d'une énergie passée, qui en fait un lieu vraiment particulier à visiter. En plus, elle a dû traverser des époques de guerre, l'histoire de l'Ardèche et bien d'autres encore. La végétation dans ces lieux reprend ses droits, donc elle pousse de plus en plus, mais curieusement, seule une végétation vraiment envahissante pousse dans cette cité, comme pour empêcher de rentrer trop facilement dans un passé tourmenté. De nombreux graffitis sont tagués sur les murs de cette cité, ce qui accentue le côté abandonné, malgré que cet endroit soit abandonné lors de la visite, ce que nous sentions toujours observer. Une raison vraiment rationnelle nous a fait ressentir ça. Nous porte à croire que la nuit où nous avons visité cette cité, nous n'étions pas seuls, mais bien accompagnés des anciens habitants de cette cité.
Nous allons maintenant parler de la commune de Rochecolon, une commune essentiellement rurale, mais rurale dans notre temps. Le vieux village est accroché à sa colline couverte de garrigues, un terrain acide et calcaire originaire de la région méditerranéenne. Et on peut y voir la jolie chapelle Saint-Barthélemy et la tour de l'ancien château. Les galades, ruelles constituées de galets, irrégulières et raides, s'entrecroisent tel un labyrinthe et convergent toutes vers le coin le plus culminant de ce village. Lors de notre visite, nous avons pu voir des fenêtres éclairées puisque le village est encore habité aujourd'hui. Certains peuvent l'appeler, ce village s'apparente tout de même comme un village fantôme. Les ruelles vides avec un éclairage orangé ne nous permettent pas de réellement voir la face cachée de ce village. La végétation qui pousse ne se permet pas de prendre la place de l'énergie présente de ce village qui est encore celle qu'il y avait il y a des centaines d'années. Nous allons maintenant parler de la maison troglodyte. Alors pour cette maison, nous n'avons pas vraiment de documentation, donc ce qu'on va essayer de faire, c'est d'interpréter et d'analyser ce que j'ai pu voir lors de cette visite. Ce que l'on sait, cette maison a été habitée par 2 femmes, potentiellement 2 sœurs, selon les sources. Elles seraient parties de la maison en 2021, enfin plutôt partie abandonnée, vu l'état de cette maison. Et les raisons, nous y sommes encore aujourd'hui inconnues. Cette maison est construite en plusieurs parties. Alors en première partie, on peut analyser un côté plutôt ferme, avec du stockage, de la paille, du bois, des charpentes. On peut y conserver du coup tout le matériel qui est nécessaire à la monture d'équitation, avec des selles, différents engins qu'on peut accrocher, harnacher aux chevaux. On a pour plaisir des agriculteurs une ancienne batteuse qui est très bien conservée. On a plutôt une deuxième partie qui est plutôt une partie habitable, avec des chambres, une cuisine, des vêtements, des papiers, du stockage. Et une troisième partie plutôt dans le style cellier, avec des caves qui permettraient de conserver la viande sèche. On a des tonneaux pour conserver le vin, on a du stockage encore, on a beaucoup d'aliments. On a retrouvé des anciennes bouteilles de coca, des bocaux, des fruits confits, etc. La maison est située proche d'un point d'eau, alimenté par une cascade. Reculée d'au moins d'1 kilomètre du premier village, on peut y reconnaître le chemin pour y accéder, mais seulement à cheval. Comme vous pouvez le voir à l'image, cette maison a été saccagée par des squatteurs. Ce départ si précipité qu'il ne leur a pas permis de récupérer ce qui appartenait à leur vie passée. Lors de cette visite, on peut y voir des magazines, des courriers qui datent de parfois plus de 30 ans. La vie est partie de cette maison. Les affaires, qui sont retournées dans tous les sens, sont les seules traces de la vie qui a été dans cette maison. La seule vie qui émane de cette maison sont les petits animaux et trouver un abri paisible dans cet endroit isolé.
En 1990, ouvre en Ardèche un parc sous le nom d'Areo City. Il était sous la propriété du département et sa pièce maîtresse est un Berguet 941 utilisé comme une salle de cinéma. Revendu en 1997, le parc est fermé en 2002 pour des raisons de gestion et de sécurité. Racheté par un ancien cadre du groupe Danone, après 6 années d'abandon, le parc a été remanié et réouvert en 2008 sous le nom de Parc Avenue. En 2013, le parc décide de réduire ses informations et se concentrer sur un parc d'attractions aquatiques. Cette décision fait lourdement chuter la clientèle qui se plaignent d'une hygiène pas toujours exemplaire et d'un tarif plutôt excessif, avec quelques problèmes de sécurité en prime. Finalement, en 2014, le parc annonce sa fermeture définitive. Entre 2019 et 2021, le parc est déconstruit et on peut retrouver sur YouTube des visites avec encore tous les dossiers d'autres constructions que je n'ai pas pu voir lors de ma propre visite. Alors sur internet, j'ai pu retrouver d'anciens flyers de ces parcs. Je trouve ça hyper intéressant, ces images d'un parc qui n'est plus du tout ce qu'il était. Un flyer montre également le plan du parc et quelques attractions peuvent être reconnues lors de notre visite. Abandonné en 2014, le parc aujourd'hui n'est plus que des ruines. En cohabitation avec la végétation, les anciens bassins sont devenus des mares qui accueillent diverses populations d'amphibiens. Une problématique peut se poser sur la question de l'avenir de ce parc en question de préservation du patrimoine. Ce lieu est chargé d'histoire et il a été un parc d'attractions pendant plus ou moins une quinzaine d'années en Ardèche. Ce lieu peut être intéressant à conserver, d'autant dans les ruines de son histoire, que pour les espèces d'amphibiens qui y sont installées. Cependant, à ma connaissance, aucune mesure de protection du patrimoine permettent vraiment de concilier les deux. Il y a donc fort à parier que ces ruines restent à l'état de ruines et se dégradent petit à petit avec le temps. Les lieux sont aujourd'hui tagués, ce qui accentue ce côté abandon, et on peut y voir des aménagements de squatteurs avec quelques logos. Aujourd'hui, on peut y ressentir une toute autre ambiance que celle qui est vraiment désirée par un parc d'attractions. Au XVIIIe et XIXe siècle, la sériculture est très développée en viveraie. Les vers à soie se nourrissent essentiellement de feuilles de mûrier et donc la culture de cet arbre se développe énormément dans ces régions car elle représente une source de revenus importante. C'est ainsi que sont développées dans la région d'Annonay les différentes industries de fil de soie, filature, moulinage et tissage. Le Glaisal voulait développer son activité et installe vers 1960 une de ses usines sur le site du moulin à Quintenaz, sur la rive droite de la Canse. Après les crues de la Canse qui ont ravagé le site en 1990, ce premier bâtiment, groupant production et habitation, est malheureusement détruit par 2 incendies successifs en 1895 et 1989. L'usine située sur la commune de Quintenaz est donc abandonnée et reconstruite sur la rive gauche où existait déjà un petit atelier appartenant à la famille Glaisal. Seule la maison d'habitation située à l'extrémité sud-est de l'usine a été reconstruite et habitée par les ouvriers de l'entreprise jusqu'à la fin des années 1960. On l'appellera désormais le site Le Brûlé. Aujourd'hui, les 2 usines et les maisons d'habitation sont en ruine. Il n'y a plus d'activité industrielle sur le site. Une micro-centrale hydroélectrique a été installée plus bas sur la rivière et 1 ou 2 maisons ouvrières ont été restaurées. Heureusement, le pont suspendu, classé monument historique depuis 1982 et restauré en 2013, nous donne l'accès sur l'ensemble du site chargé d'histoire. Ce lien, qui ont partagé le poumon de l'économie locale, n'a pas été rompu. Le pont suspendu sur la Canse, aussi appelé le pont du Moulin, enjambe la Canse.
compromis entre passerelle et pont, il fait l'objet d'un classement au titre du monument historique depuis le 6 avril 1981. Ce pont est une innovation inventée par la technique du pont suspendu de Marc Séguin. Sa démarche est une véritable recherche scientifique à la pointe de la connaissance sur la résistance des matériaux de l'époque. Cette technique de faisceau de fil de fer présentait aussi de grands avantages technico-économiques. Pour vous dire la vérité, je ne connaissais pas du tout toute cette histoire autour de ce site lorsque je suis allé le visiter. J'ai vu un pont suspendu avec un grand moulin, une grande usine en ruine, et la taille de celle-ci m'a vraiment impressionné. Le Trou des Jeunes, aussi appelé Grotte des Jeunes, est une grotte spéléologique que j'ai eu l'occasion de visiter avec ma promotion. Lors de notre visite, nous avons été accompagnés par un guide qui travaille au comité départemental de spéléologie de l'Ardèche, une association agréée de protection de l'environnement et de sécurité civile. Alors qu'est-ce que ça veut dire ces agréments? Ça veut dire que l'État reconnaît l'engagement de l'association dans la protection de l'environnement et dans la sécurité civile, notamment dans des visites spéléologiques. Le comité départemental de spéléologie a pour but principal la recherche scientifique, la promotion et l'enseignement de la spéléologie et de la descente des canyons, la protection et la défense du monde souterrain et de son environnement. Je trouvais que c'était bien dit, j'ai préféré le lire. Revenons à notre grotte. Le nom de cette grotte vient tout simplement des personnes qui ont découvert cette grotte. Comme vous pouvez le voir à l'image, l'entrée de cette grotte n'est pas celle qui a été découverte initialement. L'histoire de ces grottes à la base a été découverte du coup par des jeunes qui ont découvert une autre entrée un petit peu plus haute que celle que nous avons empruntée. Et ces jeunes ont décidé d'aller explorer en petite partie cette grotte. Et par la suite, des professionnels équipés sont venus explorer l'entièreté de la grotte. Et pour faire honneur à ces petits explorateurs, le nom de la grotte a été donc inspiré de ça, d'où le nom. La grotte des jeunes. Alors ici, pas tellement de ressenti particulier à part le fait de se retrouver à 16 mètres en dessous du sol. Je pourrais pas tellement vous expliquer comment s'est formée cette grotte. Par contre, il me semble que je connais quelqu'un qui pourrait vous expliquer. Salut à tous, c'est Biodiversity, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va vous présenter les milieux souterrains. Alors ici nous sommes à la grotte de Trou des Jeunes. C'est une cavité qui a été formée dans un karst, c'est une roche calcaire où l'eau a pénétré par son effet acide qu'il a récupéré dans la matière organique des sols. Cette eau s'est infiltrée du coup dans ce calcaire, s'accumuler et creuser des trous de plus en plus gros dans ce sol karstique. Toute cette eau qui sont dans ces grottes là se dévalue jusqu'à la rivière la plus proche qui se retrouve en extérieur. Au fur et à mesure en fait cette rivière là va creuser les sols et va être de plus en plus profond. L'eau qui est dans les grottes va vouloir rejoindre ce cours d'eau et va creuser encore plus profond. Toutes les anciennes grottes qui accueillaient toute cette eau vont finalement être vides et peuvent être explorées. Ok, merci bien, nouvel épisode bientôt. Le ressenti spéléologique est incroyable de découvrir cette grotte et je vous laisse avec quelques images supplémentaires pour que vous aussi vous puissiez découvrir ce que j'ai découvert.
Alors ce plateau est un plateau mythique du sud de l'Ardèche, qui est une pénéplaine qui imbrique de grands espaces comme des tourbières, des forêts, etc. Ce plateau présente différents outils environnementaux comme Natura 2000, Parc naturel des Cévennes, zone ZNIEF, ce qui prouve la grande richesse de milieux naturels et de biodiversité présents sur ce plateau. En plus du patrimoine naturel exceptionnel présent sur ce plateau, les paysages sont magnifiques. Je vous laisse découvrir les images de ce plateau que j'ai pu découvrir en VTT également avec ma promotion. Bonjour à tous, on se retrouve sur une nouvelle vidéo en direct de VTT by Ride. Aïe aïe aïe, Mado, refus d'obstacle. Fièrement dressée sur le rebord d'un massif basaltique du Coiron, la tour de Mirabel domine le village de Mirabel, situé juste en dessous, ainsi que toute la vallée d'Ozon. Fort de ce panorama exceptionnel et de son point stratégique, la tour contrôlait jadis la route entre Obona et Privas. L'ensemble fortifié était en fait deux châteaux, l'un catholique appartenant au seigneur de la Roche des Astars, l'autre au seigneur protestant d'Arlande. En contrebas, le village était lui-même fortifié et possédait ses propres remparts. De ces fortifications, la tour de Mirabel est le seul vestige qui a résisté aux guerres de religion. En juin 1928, les hommes de Montmorency passèrent à l'attaque et détruisent toutes les fortifications, ne laissant que la tour, telle que l'on peut le voir encore aujourd'hui. La tour est inscrite au titre du monument historique, et habitant non loin de ce lieu lors de mes études, et j'y ai resté pas mal de temps pour méditer justement dans mes zones. Mesdames et messieurs, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis de découvrir des lieux d'Ardèche que vous ne connaissiez pas forcément. Une manière aussi pour moi de conclure cette année que j'ai vécu en Ardèche. Alors j'espère que ça vous aura plu, pour apporter toute nouvelle vidéo. À bientôt pour une prochaine vidéo.